Bonjour à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du vendredi 10 décembre 2021. Avant de débuter, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et aujourd'hui, les marchés se tournent donc vers l'inflation américaine. La statistique sera publiée à 14h30 cet après-midi. Hier, Wall Street a quand même terminé en baisse après 3 séances quand même consécutives de hausse. Les investisseurs ont privilégié forcément les prises de bénéfices dans l'attente de la publication de données sur l'inflation, à quelques jours aussi de la réunion de la Réserve fédérale la semaine prochaine. Globalement, on évolue un peu dans le vert. On a terminé dans le rouge sur fond d'attentisme des investisseurs à la veille de la publication de l'indice mensuel des prix à la consommation aux États-Unis. Et forcément, comme vous le savez, des données supérieures aux attentes pourraient renforcer l'hypothèse que la Fed resserre des mesures de soutien économique lors de sa réunion les 15 et 16 décembre. Néanmoins, comme je vous le disais, je ne m'attends pas à de grandes annonces de la Fed. Je vois mal la Fed déclencher un mouvement de panique sur la fin d'année, alors que dans l'ensemble, les indices ont réalisé de belles performances. Néanmoins, Jérôme Powell a laissé entendre la semaine dernière que les responsables de la Fed discuteraient lors de leur réunion d'un resserrement plus rapide des programmes d'achat d'actifs. Donc ça, effectivement, ça peut être l'annonce qui va être faite la semaine prochaine, mais encore une fois, Jérôme Powell en a parlé suffisamment en amont et les marchés ont déjà pricé et anticipé cette news. Donc finalement, rien de nouveau, je pense, à prévoir pour la semaine prochaine. Côté macro, on a quand même eu les données publiées par le département américain du travail qui montrent justement que les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis ont quand même reculé à un plus bas depuis plus de 52 ans. Donc, ce qui montre bien quand même que l'économie américaine est sur la bonne voie et que la reprise est quand même assez forte outre-Atlantique. Ce matin, stand-by pour les bourses européennes. Forcément, les investisseurs limitent la prise de risque à quelques heures de la publication des chiffres de l'inflation américaine. Le département du travail publiera à 14h30 les chiffres IPC en novembre. Le consensus Reuters donne en effet en hausse de 0,7% sur un mois et de 6,8% sur un an contre plus 6% en octobre, ce qui marquerait quand même déjà leur plus forte hausse depuis 31 ans. Donc là, pareil, des données forcément clés et je m'attends derrière à pas mal de volatilité, notamment sur les métaux précieux, les paires de Forex en dollars et on va tout de suite voir aussi sur les indices la réaction et savoir si on prolonge le rebond et c'est ce fameux V-bottom qu'on a entamé ou au contraire est-ce que ça marque un clap de fin, est-ce que les marchés derrière vont un peu revenir sur les niveaux de support. En tout cas, ces statistiques pourraient relancer forcément les craintes liées à l'inflation, d'autant qu'ils pourraient, comme je vous le disais, influencer les décisions de politique monétaire que la Réserve fédérale doit adopter mercredi prochain. En tout cas, forcément, ça va influencer les décisions de la Fed, mais pas pour la fin de l'année. Très clairement, ce sera à partir de 2022, où là, les banquiers centraux devront comme je vous l'ai dit depuis maintenant plusieurs mois, procéder à un tour de vis dans leur politique monétaire si nous n'avons toujours pas un recul net de l'inflation. Et forcément, une telle évolution aussi de l'inflation, enfin, si on continue à avoir une inflation galopante, eh bien, ça plaiderait forcément pour une accélération du tapering, la réduction des achats d'obligations de la Banque centrale et forcément aussi un relèvement des taux plus tôt qu'anticipé jusqu'à présent.
actuellement, pareil, encore une fois, il n'y a rien de nouveau, ce sont des informations que les marchés ont déjà anticipées, déjà pricées. Je vous montrais justement le graphique des Fed Funds il y a quelques jours. Et effectivement, vous voyez qu'à 70% déjà, les marchés tablaient sur une hausse de taux à partir de mai. Bon, les dernières annonces des membres de la Fed ou de certains, ou même de Jérôme Powell, prévoyaient entre juin et juillet. Bon, aujourd'hui, effectivement, si on a une inflation galopante, derrière, forcément, la Banque centrale va procéder à un relèvement des taux plutôt que prévu, et ça pourrait être bon, décalé d'un mois plus tôt. Il n'y a rien de dramatique à tout ça. Ce serait juste au mois de mai, mais ce sont des informations que les marchés connaissent. Il n'y a rien de nouveau. Pour vraiment faire basculer les marchés, il faudrait que Jérôme Powell annonce 4 hausses de taux. Effectivement, là, on prendrait le marché de cours et ça pourrait provoquer un dérapage un peu non contrôlé. Mais sinon, bon, on a des anticipations, on a des prévisions, elles sont connues à l'avance. Maintenant, reste à savoir comment le marché réagira en 2022 lorsque ces mesures seront appliquées. Côté macro, spécial tech, un peu, ici ce sont les bulldozers américains, à savoir Apple, Alphabet, Amazon et Microsoft. Et très clairement, on voit tout de suite sur ce graphique, ce qui nous saute aux yeux, en fait, c'est la hausse, du moins, ces sociétés ont gagné entre 800 et 1000 milliards de capitalisation boursière en l'espace de 100 voire 400 jours seulement. Bon, il y a très peu de sociétés dans le monde actuellement qui ont une capitalisation boursière supérieure à 1000 milliards de dollars. En Europe, il me semble actuellement que c'est LVMH et on est aux alentours de 200 ou 300 milliards. Donc on est quand même très loin de la barre des 1000 milliards et actuellement, toutes ces grosses sociétés ont même dépassé presque les 2000 milliards de capitalisation boursière. C'est quand même la hausse la plus rapide de l'histoire. Et en seulement 118 jours pour Apple, entre le 6 mai et le 1er septembre de l'année dernière, Apple a augmenté sa valeur de 1000 milliards, plus de 1000 milliards de dollars. Avant 2018, je rappelle, aucune entreprise n'avait été valorisée à hauteur de 1000 milliards de dollars. Comme quoi, le Covid et les injections de liquidités ont très clairement dopé les valeurs technologiques qui étaient quand même déjà bien valorisées. Certes, le Covid-19 a profité à ce secteur très clairement, mais globalement, on a quand même eu une hausse assez stratosphérique de ces 4 valeurs, ce qui explique en parallèle la hausse un peu en trompe-l'œil qu'on a sur le Nasdaq, puisqu'à elle seule, il me semble, il faudrait à la limite rajouter Tesla maintenant, mais elle pèse quand même, leur pondération au sein du Nasdaq 100 représente, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, 46%. Donc ces 4 valeurs-là pèsent déjà plus de quasiment presque la moitié du Nasdaq. Donc ce qui explique, c'est surtout en fait c'est surtout ces valeurs-là qui tirent à la hausse le fameux indice technologique. Donc encore une fois, des titres qui surperforment. Donc si vous êtes un trader ou un investisseur moyen long terme, eh bien encore une fois, sélectionnez les titres les plus performants. Et on a aussi le sentiment maintenant, je trouve, que ces valeurs deviennent peu à peu effectivement des valeurs refuge, car elles subissent très peu de recul, très peu de pertes, et on a l'impression maintenant que le compartiment technologique constitue aussi un compartiment de refuge pour les investisseurs. Ici, justement, ce sont ces mêmes sociétés avec les liquidités injectées par les banquiers centraux. Donc là encore, on voit ici un peu en bleu foncé le bilan des banquiers centraux, en tout cas surtout celui de la Fed, qui a explosé. Je vous avais déjà aussi montré hier
ou avant-hier, je ne me souviens plus, le bilan de la Fed, enfin, du moins des banquiers centraux, la BOJ, la Banque Centrale Européenne et la Fed par rapport au Nasdaq. Et effectivement, le Nasdaq évolue en tandem avec l'expansion du bilan des banquiers centraux. Ici, c'est celui de la Fed, mais globalement, on remarque aussi la même chose pour ces sociétés-là. Certes, toutes les valeurs ont profité des injections de liquidités de la Fed, mais celles qui ont nettement surperformé, ce sont encore une fois, vous voyez, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, Netflix et Tesla, qui ont quand même atteint 10 000 milliards de capitalisation boursière. C'est juste énorme. Pour rappel, la capitalisation boursière mondiale est actuellement évaluée, je dirais, à 125 000, un peu moins, peut-être 120 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Donc, à elle seule, ces 6 sociétés pèsent déjà 10 000 milliards de capitalisation boursière. Et en parallèle de ça, elle représente, comme je vous le disais, sur le Nasdaq. Alors, en comptant Netflix et Tesla, je pense que ça représente plus de 50% de pondération au sein du Nasdaq, mais ici, elle représente quasiment 30% du S&P 500. Donc là aussi, une hausse en trompe-l'œil sur le Nasdaq, sur le S&P 500, étant donné que ces 6 sociétés, au sein quand même d'un indice de référence mondial, pèsent quand même 30%. Donc je trouve que ça ne représente pas l'ensemble très clairement des compartiments, des différents secteurs, étant donné qu'on a 6 valeurs technologiques qui pèsent maintenant quasiment 30%. Donc un S&P 500 qui commence, je trouve, à plus ressembler à un indice technologique qu'un indice de référence mondial avec tous les secteurs un peu mis en avant. Par ailleurs, si les données sur l'inflation sous-entendent des hausses anticipées des taux d'intérêt, les valeurs technologiques seront sous pression et les secteurs cycliques favorisés. Qui est logique. Vous avez bien vu qu'à chaque fois que le Nasdaq a perdu pied, c'est lorsqu'on a eu une hausse accélérée des rendements obligataires. Donc là, pareil, forcément avec l'inflation qui est actuellement dure et qui devrait encore durer un peu, ça va avoir un impact sur les taux d'intérêt si les banquiers centraux adoptent des mesures un peu agressives. Par conséquent, il faudra privilégier peut-être le secteur bancaire, qui lui pourrait derrière surperformer justement. Et je ne pense pas qu'on aura non plus une grosse chute du marché, enfin de la tech, mais ne vous attendez pas à avoir une telle performance, je pense, en 2022 sur les valeurs technologiques, notamment si l'ensemble des banquiers centraux procède à des hausses de taux. Au contraire, on aura une rotation sectorielle à nouveau au profit des valeurs dites cycliques et notamment des valeurs bancaires. Côté graphique, on évolue proche de l'équilibre ce matin sur le CAC 40. Très clairement, le support des 7000 points a été préservé en clôture hier. Bon, c'était un niveau où je me disais qu'on pouvait quand même tenter quelques achats. Ça n'a pas donné grand-chose. On revient au point de départ. Très clairement, je pense que le marché actuellement n'a absolument aucune idée de où il veut aller. Pas de plan de trading, fin de la semaine. Je pense qu'il faut plutôt être observateur sur les marchés, voir comment les opérateurs vont interpréter et digérer les stades de l'inflation. Mais là, honnêtement, faire du trading juste avant une telle stat, je trouve ça vraiment risqué et un peu en mode, c'est un peu en mode casino, très clairement. Donc,
Laissons la poussière retomber sur le CAC 40. Pour l'instant, ça reste haussier. Effectivement, on a un beau gap sous les pieds. À voir derrière et à l'ouverture comment les marchés interprètent la stat. Effectivement, si ça commence à devenir bien vendeur, bon, bah là, très clairement, on ira chercher ce gap. Il y aura un gap à venir chercher. Jouer la fermeture de ce gap. Et sinon, si les 7000 points sont préservés en clôture ce soir, eh bien, je pense qu'il faudra la semaine prochaine chercher de nouveau des achats dans le sens du flux, qui lui reste haussier. Pour l'instant, on a une correction, mais il n'y a rien d'alarmant, très clairement. Ça reste haussier, les acheteurs gardent la main. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est la clôture ce soir, et surtout si on a une dégringolade cet après-midi. Comme je vous le disais, bon, si ça vend, l'objectif c'est de venir combler le gap avant de repartir éventuellement. Et si on préserve ce niveau, bon, je ne vois pas trop l'intérêt de mettre en place une stratégie de trading maintenant, mais plutôt la semaine prochaine, attendre l'ouverture après le week-end. Et pareil, chercher plutôt des achats pour se repositionner dans le sens du flux et pourquoi pas aller retourner sur les 7070 points, puis de nouveau sur les plus hauts historiques. Le DAX, pareil, je garde un sentiment quand même haussier sur l'ensemble des indices, néanmoins difficile d'anticiper la réaction des marchés après la publication de l'inflation américaine. Mais globalement, le même sentiment que sur le CAC 40. La stratégie reste la même. On reste pour moi dans un flux haussier. Mais si derrière, grosse déception, bon bah là, pareil, le trade sera assez facile, enfin du moins l'objectif sera assez facile. Si on part à la baisse, c'est de venir prendre appui sur la M200 et pourquoi pas sur Mesh, venir combler le gap. Pour l'instant, ça tient. Et pareil, si on clôture, on est au-dessus de notre Tenkan. J'estime qu'il faudra chercher des achats pour la semaine prochaine. Voilà, le plan actuellement reste en mode observateur. Pourquoi pas tenter une vente si vraiment le marché est insatisfait de la news pour venir chercher le gap. Mais sinon, surveillez surtout la clôture hebdomadaire et si on est au-dessus de Tenkan, je pense qu'il faudra très clairement plutôt chercher à se repositionner dans le sens du flux pour la semaine prochaine et espérer un retour vers les 15 900 points. Le Dow Jones, on se stabilise toujours. Certains ont peut-être tenté des achats sur la zone de repli. Alors là, pour le coup, c'est vrai que la cassure Tenkan Kijun est propre, parfaite, elle est même complète. Donc un signal technique haussier à venir nous suggère une poursuite du rebond et donc confirmation de ce V-bottom. Bon, attendons quand même la clôture hebdomadaire. Maintenant, je vous disais hier et avant-hier que on était sur une belle zone et que des achats pouvaient s'effectuer sur ce niveau en intraday. Voilà, à chaque fois qu'on revenait taper ce niveau, tenter quelques achats, prendre quelques points. Effectivement, ça a bien fonctionné hier et avant-hier aussi. En intraday, il y avait quelques opportunités, je trouve, à saisir sur le Dow Jones sur ce niveau. Maintenant, ça reste haussier, on est dans un range, on va aller voir surtout sur les futurs. On se stabilise, effectivement, si on sort par le haut, comme je vous le disais, on va partir vraiment sur un V-bottom. Donc, si on part sur cette reprise en V-bottom, tout porte à croire que le marché ira un peu plus haut et très facilement retrouver ses anciens plus hauts historiques. Si on regarde sur les futurs un peu, bon, on a un range, très clairement, on a un beau range qui est en train de se mettre en place. Donc, si vous avez noté ce range sur les futurs et que vous avez tenté des achats sur la borne basse, eh bien, mettez votre stop à break-even si vous êtes à l'achat sur la borne basse et attendez la rupture d'une des deux bornes. Maintenant,
Là, si vous êtes rentré ici à l'achat, vous avez suffisamment de marge, un stop loss. Peut-être que certains ont juste voulu jouer le rebond sur zone du cash pour prendre quelques points d'intraday, d'autres plutôt en swing en espérant une sortie par le haut et vraiment une véritable reprise en V-bottom. Dans ce cas-là, ici, si vous êtes rentré par le bas, stop loss ABE, vous avez quand même 100, 200, bien 150 points d'avance. Et attendez la sortie de ce range. Effectivement, une sortie par le haut confirmerait ce scénario de reprise et je pense qu'on pourrait très facilement rallier, comme je vous le disais, les plus hauts historiques. Forex, très mou, il se passe absolument rien. Bon, des plans avaient été déclenchés sur certaines paires. Après, ce qui m'embête toujours et encore, c'est quand on n'a pas suffisamment de marge de manœuvre. Et qu'on a une stat qui devrait logiquement déclencher pas mal de volatilité sur le forex. Bon, l'euro-dollar, rien n'a changé, on est toujours au même stade. Ce fameux range, peut-être que certains sont positionnés maintenant sur la bande haute depuis quelques jours. Bon, effectivement, certains ont peut-être tenté ici une deuxième vente. Bon, on n'avait pas vraiment de signal, mais pourquoi pas. Maintenant, protégez-vous. Mettez votre stop à break-even dans le sens où le marché peut très bien repartir en direction du nord. Globalement, j'estime qu'on est toujours dans ce range et qu'une phase de ping-pong va s'opérer dans les jours, voire les semaines à venir. Encore une fois, pour moi, les niveaux d'intervention, il n'y en a que deux. Ça reste les 1,1370, les 1,1180. Maintenant, si vous êtes positionné par ici ou par là, bon, bah, mettez votre stop à break-even, attendez les chiffres de l'inflation. Si ça casse par le bas, eh bien, vous laissez dérouler le trade jusqu'au bout pour aller chercher enfin ce fameux niveau. Et si on repart en haut, eh bien, tant pis, fin du trade, ou au moins sortie à break-even, et on ne perd rien. Mais là, pareil, le marché indécis, très clairement, dans l'attente de la publication de l'indice des prix à la consommation. GBP-USD, c'est pareil, en fait, toutes les paires qui m'intéressent, c'est toutes des paires en dollars. Là, on est dans la zone, encore une fois, mais mettre en place un plan de trading juste avant la stat, c'est ridicule. Il faut vraiment être rigoureux là-dessus, tant pis. Peut-être on va laisser passer une belle occasion, mais pour ma part, j'estime que c'est trop risqué, qu'il est nécessaire d'avoir un signal ou plus de visibilité après la stat. Donc, effectivement, on est dans la zone, j'ai pas de signal, j'attends encore, mais on est sur un bon niveau que j'évoque avec vous depuis maintenant pas mal de temps, et j'estime que sur ce niveau-là, il faudra tenter quelques achats. Pour l'heure, ça reste baissier, aucun signal de retournement, le sentiment qu'on est peut-être dans un biseau juste ici. Voilà. Je Ishimoku. On évolue un peu dans un biseau. C'est vrai que si on coupe les mèches, ça peut donner comme ça. Biseau, j'attendrai au moins la sortie du biseau, mais j'aimerais bien surtout une bougie flux sur cette zone-là. Mais là, je pense qu'il faut stopper les ventes, très clairement. Au contraire, prendre des bénéfices et chercher des achats pour jouer le rebond sur la zone hebdomadaire. Couplé avec, je rappelle, le retracement de 38,2 de Fibonacci de la dernière vague de hausse et la moyenne mobile 50 ou 200. Voilà, la moyenne mobile 200 hebdomadaire. L'AUD-USD, c'est la même chose. Pour moi, il y avait un plan qui avait été déclenché, mais c'est dommage qu'on n'ait pas suffisamment de marge de manœuvre. Pareil, on devrait logiquement avoir une belle réaction de la paire après la stat. J'estime qu'on est dans un range, en tout cas que le marché est en train de former un range, qu'il fallait chercher des ventes sur ce niveau. Maintenant, suite à la vente, à mon avis, bon, c'est compliqué. Pas suffisamment de marge de manœuvre, on aurait 40-50 pips, je dirais pas, mise à deux du stop loss.
Là, encore une fois, à vous de voir. Est-ce que vous préférez sortir de ce trade, attendre que la poussière retombe ou prendre le risque de rester sur cette paire avec votre stop loss juste au-dessus? Et donc là, après, j'ai envie de dire, c'est un peu un pile ou face. En tout cas, maintenant, bon, je m'attendais à une correction un repli un peu plus significatif hier sur l'AUD USD. Finalement, retour au point de départ presque. Et pareil, à confirmer cet après-midi. Pourquoi pas, après la stat, qu'elle sera tombée, tenter de se repositionner en fonction des éléments qu'on aura eus. Et c'est vrai que si on a une grosse bougie flux, je pense qu'il faudra annuler le plan. Mais en revanche, si ça repart dans le rouge, eh bien, pourquoi pas reprendre avec un peu de retard, mais au moins le signal sera véritablement confirmé. Car là, j'estime qu'on a eu un signal baissier, ça c'est confirmé. Maintenant, je ne sais pas comment le marché va interpréter la news. L'USD Yen, c'est pareil, il y a des choses qui m'intéressent sur toutes les paires actuellement, mais on aura plus de visibilité, donc pas de précipitation, laissons le marché, digérer la news. Mais là, potentiellement, une épaule, tête-épaule aussi en conformation. Retour sur la zone hebdomadaire. Effectivement, on a une très belle zone de prix. Vous voyez, à chaque fois, on est venu caler. On a fait de la mèche ici. Vraiment une très, très belle zone. Bon, bien envie de revendre de nouveau sur cette zone pour vous proposer une stratégie en swing. Surtout si on est en train de former une épaule tête-épaule, ce serait intéressant de revenir ici, surveiller un beau chandelier pour hop, viser ici, TP2 là, et derrière dégringolade pour aller chercher les 111 au moins 75. Enfin, prise d'appui sur cette oblique, pour l'instant c'est trop tôt, on est vraiment dans de l'anticipation, mais je verrais bien quand même un retour de l'USD Yen, pareil, sur cette zone. Encore une fois, nous ferons le point lundi, une fois que le marché aura bien digéré la stat américaine pour voir où on se situe et surtout si les marchés sont, si ces paires que je viens d'évoquer avec vous ont atteint des niveaux clés et nous offrent des opportunités en trading. Les métaux précieux, pareil. En fait, j'ai l'impression qu'on situe, les marchés sont vraiment sur des niveaux clés, que ce soit les indices, le forex, les métaux précieux, partout. J'ai pas regardé tous mes graphiques, on est vraiment à la croisée des chemins et on attend quelque chose. Donc, la stat américaine, je pense, crée pas mal de décalage. Ici, c'est la même chose. Je vous disais, attention, on est sur la borne basse, mais sans signal, il ne faut pas payer aveuglement la borne basse et pour l'instant elle est en train de céder. Donc encore une fois, on évoluait dans un range sur l'argent entre 22,30 et 28,50. Là, on tente d'enfoncer la borne basse. Bon, voyons voir ce que vont donner les stats de l'inflation. Peut-être qu'on va faire une mèche et dans ce cas-là, on aura une opportunité, je pense, une nouvelle fois pour se positionner à l'achat et viser de nouveau les 28,80. Et dans l'espoir peut-être de faire un double creux et d'aller chercher les 28,50. En tout cas, là, pour l'instant, on a vraiment une pression vendeuse. Et si on casse le bas de ce range, le range, pardon, on aura vraiment une dégradation. Et je pense qu'on risque d'aller un peu plus bas et on risque d'aller visiter les niveaux de support intermédiaires, dont les 21 et la zone de polarité derrière à 18,85. J'attends la clôture hebdo. Pour l'instant, pas de précipitation. On est sur un support intermédiaire. Effectivement, c'est un niveau de support qu'on est déjà venu taper avant de réintégrer. Une fois ici, deux fois là. Est-ce que c'est un bear trap? C'est possible. Ici, on avait fait un excès. Je m'attendais véritablement. Je pensais qu'on avait eu le signal baissier. Alors, pas du tout. Vraiment un magnifique bear trap. Et là, pareil.
Voilà pourquoi j'attends la clôture. Mais si on réintègre une nouvelle fois le range, on va de nouveau faire le même schéma qu'ici, fausse cassure, fausse cassure, fausse cassure. Et je pense que pour le coup, on aura une opportunité d'aller chercher de nouveau les 28,80. Et là, à surveiller si on ne part pas dans un double creux à moyen terme. Auquel cas, on aura une rotation vers la borne haute. Donc, pour l'instant, c'est trop tôt. Surveiller la bougie, mais si on fait un bel avalement haussier, à mon sens, à mon avis, on aura une opportunité pour la semaine prochaine sur cet actif. Le gold, c'est pareil, j'attends, enfin non, là autant la clôture hebdomadaire nous a déjà indiqué une certaine fragilité de l'actif, mais il peut nous surprendre. Il peut nous surprendre, hein. La dernière fois que la stat est tombée, on a eu une belle envolée du gold derrière. Finalement, c'est quand même vite retombé. Mais là, pour moi, rien à faire. On est toujours dans ce champ de bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Aucun camp n'arrive à prendre vraiment, n'arrive à contrer l'autre camp, j'ai envie de dire, à prendre vraiment l'ascendant. Pour l'instant, on est toujours dans ce range. Bon, laissons faire le marché. S'il doit corriger, on profitera d'un repli sur les niveaux de support pour tenter un rebond. Sinon, j'attends la bougie, une bougie flux. Effectivement, si on a une belle bougie flux comme ici, on aurait de nouveau une belle clôture hebdomadaire. Peut-être un triangle, effectivement, en coupant un peu les mèches, en essayant de relier un peu toutes les mèches ici. On a une oblique qui passe un peu par tous les points bas. Formation dans un triangle. Bon, à suivre, très clairement à suivre. Peut-être que c'est une magnifique opportunité d'achat juste ici. Soyons patients, très clairement. Mais là, effectivement, ça me plaît, la consolidation. Mais il faut laisser du temps au temps. En données mensuelles, bon, comme vous le savez, c'est surtout voilà, la cassure d'un des deux côtés qui va vraiment nous donner le signal du prochain flux directionnel. Et pour l'instant, le mois de novembre, le mois de décembre, il ne se passe rien. L'ouverture égale le cours actuel. En données 4 heures, je voulais repasser en données daily plutôt pour voir l'oblique que j'ai tracé en données hebdo. Ok, bon, après c'est de la mèche. Je trouve que c'est plus propre en données weekly. Effectivement, là on coupe quand même pas mal de corps de bougie. Bon, après ça reste de la mèche en données weekly, donc c'est moins dérangeant. Et effectivement, le sentiment qu'on est vraiment sur un gros niveau et que le marché va bientôt déclencher quelque chose d'important. Du moins un flux conséquent, mais pour l'heure, difficile en tout cas d'anticiper le prochain mouvement directionnel sur l'once d'or. Donc, j'attends soit les gros niveaux de support, soit une nouvelle cassure de cette zone de prix avec une bougie impulsive et directionnelle. Le Brent. Bon, le Brent, je le trouve vachement fragile. Enfin, fragile. J'ai l'impression que on a peut-être mis fin au rebond. Effectivement, la bougie ici est belle. On a fait un gap haussier. Je vais enlever l'Ichimoku. Je vous disais déjà que ça me semblait compliqué. Non, il faut que je le remette. Ça me semblait compliqué pour le Brent de casser sa Tenkan et sa Kijun en données hebdomadaires. En tout cas, ce n'est pas le scénario que j'avais. Après une hausse quand même de 6%, ouais, même plus, 7%.
faudrait que le Brent prenne encore 9%. Bon, honnêtement, ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué. Là, au contraire, j'estimais plutôt qu'on pouvait tenter des ventes au plus proche de la borne basse du canal et de la Tenkan et de la Kijun. Pour l'instant, ça a fonctionné. Ça a donné un repli hier. Là, on reprend un peu de hauteur. Ensuite, j'aimais bien la bougie qu'on a eue. Effectivement, on est quand même sur une bougie de retournement puisqu'on a ouvert avec un gap haussier. On a ouvert avec un gap haussier et derrière, on a avalé la bougie précédente. Donc, un chandelier de retournement qui marque la fin du rebond, selon moi. Tout dépend de où vous êtes positionné, mais voilà, un stop loss un peu plus haut permettrait d'aller chercher en TP1 ici. Et puis en TP2, ce serait le scénario donc de range à venir. Et dans ce cas-là, ce serait un retour vers la borne basse. Donc soit vers les 68, 80, 69, soit clairement vers la prochaine zone, les 67, 58. En données 4 heures, on reprend les 50%, c'est ça? Ouais, 50%. Bon, on est sur les 50% de la correction. Mais plutôt envie de chercher des ventes proches de ce niveau que des achats. Voilà. Pour moi, le gros de la hausse a été fait cette semaine. On prend 7%, c'est franchement pas mal. Maintenant, on est arrivé sur un gros niveau en hebdomadaire. Et j'estime que les vendeurs, alors on n'aura peut-être pas de gros retournement de marché, mais que les vendeurs vont tenter quelque chose et peuvent tenter quelque chose sur ce niveau pour aller chercher dans un premier temps un mouvement, un repli sur le niveau de support. Et pourquoi pas derrière une phase de trading range et dans ce cas-là une rotation complète des prix vers la borne basse. Le light, c'est exactement la même chose, on est toujours dans le range aussi, enfin anticipation du range. Voyons voir la bougie weekly, est-ce qu'elle est venue hier taper? Non, elle n'a pas eu la force finalement d'aller taper notre Tenkan et notre Kijun. Mais pareil, on reste sous zone, on reste sous l'oblique de long terme. Et en données daily, est-ce qu'on a eu un chandelier? On a aussi eu un chandelier de retournement. Voilà, on a aussi eu un petit avalement baissier avec un gap qui a été confirmé. Donc quand je vois ce pattern, honnêtement, je trouve que la hausse est limitée. Au mieux, ce serait aller chercher les 73-66, mais ça me paraît, il y a plus de place très clairement il y a plus de place pour un mouvement correctif qu'une dernière vague de hausse pour aller chercher quelques centimes de dollars juste au-dessus. En tout cas, pour moi, on est sur une zone, on est un chandelier de retournement, le marché a peut-être besoin de souffler et il serait préférable, à mon avis, de chercher des ventes avec protection assez rapide sur le secteur pétrolier. En tout cas, encore une fois, la dynamique du Brent est plus propre que sur le WTI. Là, pour le coup, on voit vraiment notre Tenkan et notre Kijun hebdo qui bloquent, le pullback qui est juste magnifique. Mais la structure à court terme reste la même. C'est juste que là, le Tenkan, Kijun et l'oblique est un peu plus haute, alors que là, on est pile poil dessus sur le Brent et que le stop loss est très facile à placer. Ça offre, en tout cas, je pense, un meilleur ratio. Les crypto-monnaies, bon, on a eu une dégringolade hier, encore une fois. Rien de bien méchant. Là, je suis curieux de voir les stats de l'inflation tomber cet après-midi. J'entends beaucoup de personnes qui nous disent, qui estiment que le Bitcoin est une protection contre l'inflation. Ok, pourquoi pas. Donc, voyons voir la réaction du BTC suite aux données de l'inflation. Maintenant, graphiquement, rien n'a changé. On est toujours dans le range. Comme vous le savez, c'est la structure weekly, moi, qui m'intéresse. En données daily, il n'y a rien de bien croustillant.
là, ce que je veux savoir, c'est si notre plat, voilà, notre plat Kijun va tenir en hebdomadaire avec la MM50. C'est juste ça qui m'intéresse maintenant sur le BTC. Pas de plomb, mais un niveau à tenir pour éviter un mouvement correctif plus profond. Maintenant, tenir des supports, c'est bien, mais dans une dynamique haussière, ce qui compte, c'est de casser des résistances. Donc là, je redeviendrai en tout cas positif sur le BTC si on casse les 53 250, soit le précédent sommet qui est juste ici. Pour l'instant, range hebdomadaire entre ces deux niveaux. Donc là, les plus expérimentés peuvent tenter peut-être des achats. Honnêtement, je reste à l'écart. Je trouve que le marché est fébrile, qu'il n'y a pas beaucoup d'actions, peu volatile pour une classe d'actifs qui est censée être ultra volatile, mais phase de stabilisation et coup d'envoi du prochain mouvement directionnel à la clôture hebdomadaire des 53 250 ou sous les 47 000. Et là, ce serait pas bon pour la suite, très clairement une clôture hebdomadaire sous ce niveau. Pour l'instant, ça tient. Voyons si le BTC va réagir aux chiffres de l'inflation américaine. Ce serait aussi intéressant de voir la dynamique des crypto-monnaies face à l'inflation. Mais à court terme, en données 4 heures, bon, retour sur le range 4 heures en fait. On a deux gros niveaux, pivot clé, 47 000, 53 000. Hop, de retour sur la borne basse. On a peut-être validé un double creux. Voilà, en train de valider le double creux. Magnifique, ça repart. Bon, c'est très bien, mais moi ce qui m'intéresse, c'est la cassure des 53 000 pour redevenir positif. Et là, peut-être on aura une sortie de range par le haut et permettre enfin au BTC de reprendre de la hauteur et de préserver la dynamique haussière dans laquelle il évolue depuis fin juillet. Car si on casse ce niveau, eh bien la tendance pour moi à moyen terme s'inverserait et je pense qu'on irait visiter une nouvelle fois les prochains niveaux de support. L'Ethereum qui lui pour le coup n'est pas décevant, fidèle à lui-même. Ce qui me plaît sur l'Ethereum, c'est ça, pour le coup. On a une très belle oblique de long terme en échelle logarithmique. On a un canal aussi. Donc j'ai envie de dire, c'est ici ou jamais. Mais là, je trouve que l'oblique est pertinente. Pour le coup, se mettre en échelle logarithmique depuis son point bas à 80, vers les 88 $ durant le creux de mars 2020. On a un magnifique canal haussier qui s'est mis en place. Alors, je vais supprimer la zone pour que ce soit un peu plus clair. Et on est venu tester une fois, deux fois, trois fois. Ça tient pour l'instant, couplé au support qui est juste ici. La zone de support à 3950. Donc soit c'est un point d'achat parfait pour du long terme, auquel cas redémarrage à 4000, 5000, puis 6000, et derrière en logarithmique, bon, derrière ça peut aller très haut, j'en ai absolument aucune idée, mais la configuration est très propre, on est sur un niveau clé. Maintenant si on bascule en données daily, là pareil, j'ai essayé de voir un peu si je pouvais, je trouve que le range est larvé, on n'a pas un beau range. Peut-être encore une fois un triangle de nouveau en coupant les mèches. On est sur le bas de l'oblique. Bon, si on a un triangle de consolidation et qu'on en sort par le haut, effectivement, on pourrait aller chercher bien haut derrière. Mais c'est encore un peu tôt. C'est encore un peu tôt, mais je ne suis pas inquiet en tout cas de la dynamique sur l'Ether actuellement.
en échelle linéaire. Si je supprimais le range, en coupant les mèches, effectivement, ça pourrait donner un triangle. Un triangle de consolidation. Je trouve que le range n'est pas... Voilà, on a connu des beaux ranges. On n'a pas eu de belles phases de consolidation dans des ranges sur l'Ethereum, c'est dommage. Mais généralement, on a des belles rotations, de belles oscillations. Et là, actuellement, je trouve que c'est un peu... on ne va pas complètement en haut, on ne retombe pas complètement en bas. Donc peut-être qu'en coupant un peu les mèches, on a potentiellement un triangle de consolidation. Et étant donné que la dynamique est haussière, qu'on a une oblique haussière, bon, une plus grande probabilité d'avoir une sortie par le haut de ce range, voire de ce triangle. Effectivement, ce serait de bon augure pour la suite, pour aller chercher les 4008, 5002 et 6100 $. Pour l'instant, en données 4 heures, bon, on a eu un bel avalement ici. J'attends la stat de l'inflation, voir la réaction des crypto-monnaies, si elle bouge ou pas. Et pour l'instant, sur les terres, rien n'a changé. Vous connaissez mon point de vue. Je pense qu'il, en tout cas, tenter des achats sur cette zone, à protéger encore une fois très rapidement, mais ça donne quand même quelques résultats. Alors oui, parfois ça retombe, mais pour l'instant, toutes celles et tous ceux qui ont tenté de se positionner sur la grosse zone ici, ça fait un stop loss large. Globalement, on a quand même eu une belle réaction à chaque fois. Donc là, effectivement, j'aime bien l'avalement 4 heures qui s'est formé une nouvelle fois sur la zone et sur notre oblique haussière de long terme en vue logarithmique. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Soyez prudents sur les marchés, notamment avec l'inflation. Surveillez votre exposition. Passez un excellent week-end et je vous dis à lundi pour un nouveau point complet sur la planète finance.